Conan Doyle, Sherlock Holmes, Une étude en rouge, chapitre 12, Les anges vengeurs. Ils passèrent la nuit à franchir une succession d'inextricables défilés et de sentiers tortueux jonchés de pierres. Ils s'égarèrent plusieurs fois, mais grâce à l'expérience de Hope, ils retrouvèrent leur chemin. Au lever du jour, un spectacle aussi merveilleux que sauvage s'offrit à leurs yeux. De toutes parts, des pics altiers couverts de neige les enserraient. Chacun d'eux regardait, comme par-dessus l'épaule d'un autre, l'horizon lointain. Les mélèzes et les pins qui poussaient à leurs flancs presque verticaux semblaient suspendus au-dessus du col. Il aurait suffi du moindre souffle de vent pour les y précipiter. Il ne s'agissait d'ailleurs pas d'une pure illusion. L'aride vallée était encombrée d'arbres et de grosses pierres qui y avaient roulé. Une fois, sur leur passage, une énorme roche dégringola avec un bruit de tonnerre qui réveilla les échos dans les gorges silencieuses et fit partir au galop les chevaux harassés. Le soleil se leva lentement à l'orient. Les pics s'allumèrent l'un après l'autre comme les lanternes d'une fête. À la fin, ils resplendirent tous. Ce magnifique panorama réchauffa le cœur des trois fugitifs et leur donna une nouvelle énergie. À un torrent fougueux qui dévalait d'un ravin, ils firent une halte, et tandis que leurs chevaux s'y abreuvaient, ils prirent un repas hâtif. Lucie et son père auraient volontiers prolongé cette pause, mais Jefferson Hope ne l'entendit pas ainsi. « En ce moment, dit-il, nos ennemis sont à nos trousses. Tout dépend encore de notre rapidité. Une fois hors de leur atteinte à Carson, nous pourrons nous reposer le reste de notre vie. » Ils poursuivirent leur route. Entre eux et leurs ennemis, d'après le calcul qu'ils firent ce soir-là, ils avaient mis une 40aine de kilomètres. À la base d'un rocher en surplomb abrité du vent glacial qui soufflait, serrés l'un contre l'autre, ils purent goûter quelques heures de sommeil. Avant l'aube, toutefois, ils s'étaient remis en marche. Jefferson Hope commençait à croire qu'ils avaient enfin échappé à la terrible société qu'ils avaient défiée. Quelle erreur! La main de fer allait bientôt se refermer sur eux et les broyer. Vers le milieu du second jour, les provisions manquèrent. Le chasseur ne s'en inquiéta guère, les montagnes étaient giboyeuses, et lui-même avait souvent vécu de chasse. Sur un enfoncement, il fit un feu de branches sèches autour duquel ils se réchauffèrent. L'air était vif à 1800 mètres d'altitude. Il attacha les chevaux, fit ses adieux à Lucie, puis, le fusil sur l'épaule, il partit en quête de gibier. Ayant tourné la tête, il vit le vieil homme et la jeune fille penchés au-dessus du brasier. Les chevaux et la mule se tenaient immobiles à l'arrière-plan. D'un ravin à l'autre, il marcha quelques 3 kilomètres sans rien trouver. Cependant, d'après des traces sur l'écorce des arbres et quelques autres indices, de nombreux ours devaient se trouver dans le voisinage. Après 3 heures de recherche, étant bredouille, il songea à rebrousser chemin. Alors il regarda en l'air et tressaillit de joie. À 100 mètres au-dessus de lui, au bord d'une corniche, se tenait une espèce de mouton aux cornes gigantesques. À proprement parler, un mouton des montagnes rocheuses. La bête gardait sans doute un troupeau qu'il ne voyait pas. Par bonheur, elle lui tournait le dos. Elle n'avait pas flairé sa présence. Il se coucha à plat ventre. Il appuya son fusil sur une pierre, et il visa longuement avant de presser la détente. L'animal fit un bond. Il chancela un instant au bord du précipice, puis il tomba au fond de la vallée. Il n'avait pas la force d'emporter le mouton. Il se contenta de couper une hanche et une partie du flanc. Il chargea ce trophée sur son épaule et revint sur ses pas en toute hâte. La nuit était proche. Il se rendit bientôt compte de la difficulté du retour. Dans son ardeur, il s'était beaucoup éloigné des ravins qu'il connaissait. La vallée où il se trouvait se divisait et se subdivisait en plusieurs gorges indistinctes. Il s'engagea dans l'une d'elles. 1 kilomètre plus loin, il découvrit un torrent qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il avait fait fausse route. Il retourna en arrière, il essaya une autre gorge, même insuccès. La nuit tomba tout à coup. Il faisait presque noir quand il retrouva son chemin. Même alors, c'était encore une affaire que de ne pas s'en écarter. Dans ce défilé enquissé, l'obscurité était profonde et la lune n'avait pas fait son apparition.
fourbu à la suite de ses efforts, et pliant sous son fardeau, il avançait en trébuchant. Pour s'encourager, il se disait que chaque pas le rapprochait de Lucie, et qu'il apportait de quoi la nourrir jusqu'à la fin du voyage. Il était parvenu à l'entrée du défilé où il les avait laissés. Malgré l'obscurité, il reconnaissait les escarpements qui le bordaient. Il devait, pensait-il, l'attendre anxieusement. Son absence avait duré presque 5 heures. Pour leur annoncer son retour, il mit ses mains en porte-voix et fit répéter à l'écho un sonore cri d'appel. Il fit une pause et prêta l'oreille. Pas de réponse, rien que son propre cri, qui maintes et maintes fois lui revint du fond des mornes ravins solitaires. Il cria de nouveau, encore plus fort. Ses amis qu'il avait quittés tout à l'heure demeurèrent silencieux. Une vague crainte indéfinissable s'empara de lui. Il se prit à courir comme un fou. Dans la panique, il laissa tomber la précieuse nourriture. Après le dernier détour, il aperçut l'endroit où il avait allumé un feu. Il couvait encore sous un tas de cendres. De toute évidence, on ne l'avait pas entretenu depuis son départ. Un silence effrayant régnait toujours partout à la ronde. Craignant le pire, il se précipita en avant. Il n'y avait près des braises aucun être vivant. Le vieillard, la jeune fille, les bêtes, tout avait disparu. Hope devina tout de suite que pendant son absence, une catastrophe était intervenue, une catastrophe qui s'était abattue sans laisser aucune trace. Étourdi par ce coup du sort, il eut le vertige. Il dut s'appuyer sur son fusil pour ne pas tomber, mais c'était par définition un homme d'action. Il surmonta vite ce moment de défaillance. Il saisit un morceau de bois à demi consumé, il souffla dessus et s'en servit ensuite comme d'une torche pour examiner le petit camp. Alors, il vit sur le sol les traces de nombreux chevaux. Une troupe de cavaliers avait surpris les fugitifs, et d'après la direction des empreintes, elle avait ensuite regagné Salt Lake City. Avait-il emmené le père et la fille ? Jefferson Hope en était presque persuadé, lorsque ses regards tombèrent sur un objet qui le fit sursauter, un tas de terre rougeâtre, peu élevé, à quelques pas du camp. Ce ne pouvait être qu'une tombe nouvellement creusée. On y avait planté un bâton, et on y avait fixé un morceau de papier. L'inscription était brève, mais précise. John Ferrier, ancien habitant de Salt Lake City, mort le 4 août 1860. Le robuste vieil homme qui l'avait quitté quelques heures auparavant était donc bien mort. Et c'était là toute son épitaphe. Fébrilement, il chercha une autre tombe, mais il ne trouva rien. Lucie était donc condamnée à faire partie du harem d'un fils d'ancien. Quand le jeune homme eut compris qu'il ne pouvait plus rien empêcher, il regretta de n'avoir pas été tué comme le vieux fermier. Désespéré, il tomba dans une sorte de léthargie, mais de nouveau son esprit actif l'en tira. S'il était impuissant à secourir Lucie, du moins pourrait-il la venger. Il y consacrerait sa vie. Jefferson Hope était vindicatif autant que patient et persévérant, c'est-à-dire terriblement vindicatif. Peut-être tenait-il ces qualités et ce défaut des Indiens avec lesquels il avait vécu. Il regarda le tas de cendres, et il comprit que seule une vengeance complète, parfaite, adoucirait son chagrin. Désormais, se jura-t-il, toute ma force de volonté, toute mon énergie y seront consacrées. Blême, menaçant, il revint sur ses pas jusqu'à l'endroit où il avait laissé tomber la viande. Il en fit cuire assez pour s'alimenter quelques jours, puis, tout fatigué qu'il était, il se lança sur la piste des anges vengeurs. Pendant 5 jours, épuisé, les pieds blessés, il se traîna par les défilés qu'il avait déjà traversés à cheval. La nuit, il se jetait parmi les pierres pour quelques heures de sommeil, mais avant l'aube il avait repris sa marche. Le 6e jour, il atteignit le canyon de l'Aigle. De là-haut, il contempla le repère des saints. Il s'appuya sur son fusil et menaça du poing la ville silencieuse. Des rues pavoisées et quelques autres signes de festivité attirèrent son attention. Il était en train de se demander ce que cela signifiait quand le bruit des sabots d'un cheval se fit entendre. Un cavalier se dirigeait de son côté. Hope le reconnut, c'était un mormon nommé Cowper, à qui il avait rendu quelques services.
Peut-être savait-il ce qu'il était advenu de Lucy? Hope l'arrêta. « Je suis Jefferson Hope, dit-il. Vous souvenez-vous de moi ?» Le Mormon le regarda avec stupéfaction. Comment retrouver, dans ce vagabond au visage livide, à l'œil hagard, le jeune et pimpant cavalier de naguère? À la fin, toutefois, Cowper le reconnut. Sa surprise se mua en consternation. « Vous êtes fou de venir ici, cria-t-il. Et si l'on me voit avec vous, je suis un homme mort. Un mandat d'amener a été lancé contre vous. Les 4 saints vous accusent d'avoir aidé les ferriers à prendre la fuite. Je me fiche d'eux et de leur mandat, répondit Hope avec vivacité. Vous devez savoir ce qui se passe, Cowper. Au nom de ce que vous avez de plus cher au monde, je vous conjure de répondre à quelques questions. Nous avons toujours été bons amis. Pour l'amour de Dieu, ne me refusez pas cela. » « Eh bien, qu'est-ce que vous voulez savoir ?» demanda le Mormon, très mal à l'aise. « Soyez bref. Les rochers entendent, les arbres voient. Qu'est devenu Lucy Ferrier? On lui a fait épouser hier le jeune Dreber. » Cette nouvelle sembla porter un coup mortel à son interlocuteur. « Du courage, mon gars, du courage, » reprit Cowper, troublé. « Ne faites pas attention, » dit Hope d'une voix éteinte. Il était pâle comme un linge. Il se laissa tomber sur une pierre. « Vous dites qu'elle est mariée ?»« Oui, depuis hier. C'était pour la noce, les drapeaux. Il y a eu pas mal de tiraillements entre le jeune Stangerson et le jeune Dreber. Ils voulaient tous les deux avoir la fille. Tous les deux avaient pris part à la chasse aux ferriers. C'était le jeune Stangerson qui a abattu le père. Ça lui donnait un avantage très net sur l'autre. Pourtant, quand on a discuté la chose au conseil, c'est au jeune Dreber que le prophète a donné la préférence, parce que son parti y est le plus fort. Mais il n'en profitera pas beaucoup. Hier, la mort se peignait sur le visage de sa nouvelle femme. Ce n'est plus une femme, c'est un spectre. Maintenant, sauvez-vous. Oui, je m'en vais, répondit Jefferson Hope, qui s'était relevé. Son visage, d'une pâleur de marbre, avait pris une expression féroce. L'éclat de ses yeux avait quelque chose de sinistre. « Où allez-vous »« Vous en faites pas, dit-il. » Et, le fusil sur l'épaule, à grandes enjambées, il se rua dans l'étroit sentier qui menait en plein cœur de la montagne pour aller vivre parmi les bêtes sauvages. Non, il n'y en aurait pas de plus féroce, de plus dangereux que lui. La prédiction de Cowper ne tarda point à se réaliser. Soit à cause de la mort affreuse de son père, soit par suite de l'abominable mariage auquel on l'avait contrainte, la pauvre Lucy languit pendant 1 mois, puis mourut. Son mari, qui l'avait épousée pour avoir les biens de Ferrier, témoigna très peu de chagrin en la perdant. En revanche, comme c'est l'usage chez les Mormons, les autres femmes de Dreber la pleurèrent, et elles passèrent auprès de son corps la nuit précédant l'enterrement. Au matin, elles étaient encore groupées autour du cercueil, quand elles furent frappées d'un étonnement et d'une frayeur indicibles. La porte s'ouvrit brusquement. Un homme en guenilles, sauvage d'aspect, au visage basané, pénétra dans la chambre mortuaire sans jeter un regard ni adresser une parole aux femmes agenouillées. Il s'approcha du corps immobile et blanc où l'âme pure de Lucy Ferrier avait résidé. Il se pencha et baisa le front glacé. Puis il s'empara de la main de la morte et en arracha l'alliance en rugissant « On ne l'enterrera pas avec !» Avant que les veilleuses n'eussent eu le temps de donner l'alarme, il s'était éclipsé. L'incident leur sembla si étrange, il avait été si soudain, qu'elles auraient pu se croire dupes d'une illusion, sans un fait indéniable, la disparition de l'anneau nuptial. Jefferson Hope s'attarda plusieurs mois dans les montagnes. Il menait une vie sauvage, tout en nourrissant un ardent désir de vengeance. En ville, les histoires se multipliaient sur l'être mystérieux qui rôdait aux abords de la cité et qui hantait les défilés solitaires de la montagne. Un jour, une balle tirée par une fenêtre s'aplatit sur le mur, à quelques centimètres de Stangerson. Une autre fois, Dreber passait le long d'un escarpement et une grosse pierre tomba près de lui. Il n'avait échappé à une mort affreuse qu'en se jetant par terre. Les 2 Mormons n'hésitèrent pas à mettre un nom sur l'auteur de ces attentats. Pour le capturer ou le tuer, ils organisèrent plusieurs expéditions dans les montagnes. Sans succès. Ils n'osaient plus se montrer seuls, ni sortir après la tombée de la nuit. Ils firent garder leur maison. Au bout d'un certain temps, leur vigilance se relâcha. Leur ennemi n'avait plus donné signe de vie.
ils se prirent à espérer qu'il avait perdu de sa férocité. Au contraire, son appétit de vengeance, loin de diminuer, s'était exaspéré. Il dominait son esprit au point que tout autre sentiment en était banni. Mais Jefferson Hope était par-dessus tout un homme pratique. Bientôt, il se rendit compte que sa constitution, si robuste qu'elle fût, ne résisterait pas aux rigueurs des saisons et au manque de nourriture saine. Peu à peu, il perdait ses forces. Comment pourrait-il se venger s'il mourait comme un chien au milieu des montagnes ? Or, c'était ce qui l'attendait pour peu qu'il s'obstinât à mener cette existence. Ferait-il donc le jeu de ses ennemis ? Il retourna dans le Nevada pour rétablir sa santé et amasser un peu d'argent. Ensuite, il pourrait se consacrer tout entier à son projet. Il avait compté revenir au bout d'une année, mais un enchaînement de circonstances imprévues le retint 5 ans dans la région des mines. Ce temps écoulé n'avait pas estompé le souvenir des torts qu'on lui avait faits, et il souhaitait autant se venger que lors de cette nuit inoubliable qu'il avait passée près de la tombe de John Ferrier. Il regagna Salt Lake City, sous un déguisement et un nom d'emprunt. Peu lui importait sa vie, l'essentiel était qu'il se fît justice. En arrivant chez le peuple élu, il apprit de mauvaises nouvelles. Un schisme avait éclaté quelques mois auparavant. Plusieurs des plus jeunes membres de l'Église s'étaient rebellés contre l'autorité des anciens, et un certain nombre de mécontents avaient quitté l'Utah pour se faire gentils. Draper et Stangerson étaient parmi ceux-là. Personne ne savait où ils se trouvaient. D'après la rumeur publique, Draper s'était arrangé pour convertir en argent une grande partie de ses propriétés. Il était parti bien nanti. Au contraire, Stangerson, qui l'accompagnait, était relativement pauvre. Là se bornaient les renseignements que Jefferson Hope recueillit. En face de ces difficultés, un autre aurait abandonné la partie, mais Jefferson Hope ne renonça pas. Avec ses petites économies, grossies de ce qu'il gagnait en route, il voyagea de ville en ville à la recherche de ses ennemis. Des années passèrent. Ses cheveux noirs commencèrent à grisonner. Mais tel un véritable limier, il cherchait toujours. Sa vengeance était devenue son unique raison de vivre. À la fin, sa persévérance fut récompensée. Un jour, à Cleveland, il aperçut par une fenêtre les 2 hommes qu'il recherchait. Il rentra dans son misérable logis pour méditer un plan. Mais Draper l'avait reconnu sous ses haillons, et il avait surpris son regard meurtrier. Accompagné de Stangerson, qui était devenu son secrétaire particulier, il courut chez le juge de paix, à qui il exposa le danger de mort que leur faisait courir la haine et la jalousie d'un ancien rival. Le soir même, Jefferson Hope fut arrêté. Faute de répondant, il fut détenu quelques semaines. Il ne sortit de prison que pour trouver vide la maison de Draper. Lui et son secrétaire étaient partis pour l'Europe. Ce nouvel échec ne fit que stimuler son zèle. L'argent manquait, il retravailla et il économisa sou par sou en vue de son prochain voyage. Quand il eut amassé assez, il s'embarqua à son tour. Puis la chasse recommença, de capitale en capitale, mais ses ennemis lui échappaient toujours. Pour régler ses dépenses, il accepta toutes sortes de besognes serviles. Cela lui faisait perdre du temps. Quand il arriva à Saint-Pétersbourg, Draper et Stangerson avaient quitté cette ville pour Paris. Parvenu à Paris, il apprit qu'il venait de se mettre en route vers Copenhague. Là encore, il fut en retard. Il se dirigeait sur Londres. C'est à Londres qu'il réussit enfin à les acculer. Pour la suite, il n'est que de citer le propre récit du vieux chasseur, consigné dans le journal intime du docteur Watson, auquel nous sommes déjà redevables de beaucoup. Chapitre 13. Suite des mémoires du docteur John Watson. Il ne fallait voir aucune animosité à notre égard dans la résistance acharnée que notre prisonnier nous opposa. Convaincu de son impuissance, il nous sourit, d'un air affable. Il souhaitait n'avoir blessé personne dans la bagarre. « Je suppose que vous allez me conduire au poste, » dit-il à Sherlock Holmes. « Ma voiture est à la porte. Si vous voulez me détacher les jambes, je vous y mènerai, car je ne suis pas si léger qu'il y a 20 ans. » Gregson et Lestrade se regardèrent, méfiants. Cette proposition n'était pas de leur goût. Mais Holmes écouta le prisonnier et dénoua la serviette qui attachait ses chevilles. L'homme se releva, étendit ses jambes, il pouvait marcher.
Je le regardais. Jamais je n'avais vu un individu aussi solidement bâti. Son visage basané indiquait une énergie et une résolution aussi remarquables que sa force. « Si la place de chef de police devenait libre, dit-il en regardant Sherlock Holmes avec une véritable admiration, elle ne vous irait pas mal. La manière dont vous m'avez dépisté vaut toutes les recommandations. Accompagnez-nous donc, fit Holmes aux deux détectives. Je sais conduire, dit Lestrade. Très bien. Vous, Gregson, venez avec nous à l'intérieur du fiacre. Vous aussi, docteur. Vous vous êtes intéressé à cette affaire, suivez-la jusqu'au bout. J'acceptais volontiers, et nous descendîmes tous ensemble. Notre prisonnier ne tenta nullement de s'échapper. Calme, il entra dans son fiacre, où nous le suivîmes. Lestrade monta sur le siège, fouetta le cheval et nous conduisit vite à destination. On nous fit pénétrer dans une petite salle. Un inspecteur nota le nom du prisonnier et ceux des hommes qu'il était accusé d'avoir tués. Cet officier au teint blême, à l'air flegmatique, remplit ses fonctions machinalement. « Le prisonnier comparaîtra devant ses juges dans le courant de la semaine, dit-il. Monsieur Hope, avez-vous une déclaration à faire ? Mais je dois vous prévenir que nous noterons vos paroles et qu'elles pourront être utilisées contre vous. »« J'ai beaucoup à dire, » répliqua Jefferson Hope. « Messieurs, je vais tout vous raconter. Ne feriez-vous pas mieux de garder cela pour le tribunal ?» dit l'inspecteur. « Il se peut qu'il n'y ait pas de procès, » dit Hope. « Ne sourcillez pas, je ne songe pas au suicide. » Il tourna vers moi ses yeux noirs et farouches. « Vous êtes médecin, je crois. »« Oui, répondis-je. »« Alors, posez votre main là, » dit-il en souriant. Il leva vers sa poitrine ses poings liés par les menottes. Je m'exécutai. Je constatai un extraordinaire battement de cœur. Sa poitrine tremblait et frémissait contre la cloison d'une frêle construction secouée par une puissante machine en marche. En l'auscultant dans le silence, j'entendis siffler et bourdonner sourdement. « Eh bien, dis-je, vous avez un anévrisme de l'aorte. »« Oui, c'est ce qu'on m'a dit, » répondit-il placidement. « J'ai été voir un docteur la semaine dernière. Il m'a dit que ça éclaterait sous peu. Ça empire depuis des années. J'ai attrapé cela dans les montagnes de Salt Lake, où j'ai souffert de froid et de faim. Mais ma tâche est accomplie. Je suis prêt à partir. Tout de même, je voudrais bien m'expliquer avant. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'un vulgaire assassin. » L'inspecteur et les deux détectives devaient-ils le laisser raconter son histoire ? Ils en discutèrent, non sans vivacité. « Docteur, » me demanda enfin l'inspecteur, « croyez-vous qu'il y ait un danger imminent ? » « J'en suis sûr. »« Alors notre devoir est clair. Dans l'intérêt de la justice, il nous faut recueillir sa déposition. »« Vous pouvez parler, monsieur, mais je vous préviens encore une fois que nous enregistrons vos paroles. »« Avec votre permission, dit Hope, je m'assieds. Cet anévrisme me fatigue beaucoup. Et la lutte de tout à l'heure ne m'a pas arrangé. J'ai un pied dans la tombe, et je n'ai aucune raison de mentir. Tout ce que je vais vous dire est scrupuleusement vrai. L'usage que vous ferez de mes paroles, ça m'est égal. » Jefferson Hope se renversa sur sa chaise et commença son récit. Il parla d'une manière calme et méthodique, comme s'il se fût agi de choses assez ordinaires. Je peux garantir l'exactitude du compte-rendu qui suit. Je l'ai confronté avec les notes de Lestrade, qui avait tout pris en sténo. Peu vous importe pourquoi je haïssais ces hommes. Je vous dirai seulement qu'ils étaient coupables du meurtre de 2 personnes, le père et la fille, et qu'ils l'ont payé de leur vie. C'est un crime trop vieux pour que j'en appelle à un tribunal quelconque. Mais comme je savais qu'ils étaient coupables, je décidai que je serais à moi tout seul le juge, le jury et le bourreau. Si vous avez du cœur au ventre, vous auriez agi comme moi. La jeune fille était ma fiancée il y a 20 ans. On la maria de force à Drebber. Elle en mourut, le cœur brisé. Je fis glisser l'alliance du doigt de la morte, et je me jurai de la mettre sous les yeux de son bourreau au moment de sa mort. Elle lui rappellerait son crime, et il saurait pourquoi je le punissais. Je portais l'alliance toujours sur moi. J'ai cherché ce misérable et son complice à travers les 2 continents. Enfin j'ai pu les joindre. Ils avaient cru que je me fatiguerais, mais ils se sont trompés. Si je meurs demain, ce qui est probable, je mourrai content. Ma tâche est faite, et bien faite.
Ils sont morts tous les deux, de ma main. Il ne me reste plus rien à espérer, ni à désirer. Ils étaient riches et j'étais pauvre. Il m'était difficile de les suivre. Quand j'arrivai à Londres, je n'avais plus le sou. Je me mis en quête d'un emploi. Conduire un cheval ou une voiture est pour moi une chose aussi naturelle que de marcher. J'allais donc chez un loueur qui m'employa. Chaque semaine, je devais remettre tant à mon patron. Le surplus était pour moi. C'était peu, mais je m'arrangeais pour joindre les deux bouts. Le plus difficile, c'était de m'orienter. Quel embrouillamini, Londres! J'avais un plan sous la main, cependant, quand je sus bien situer les gares et les principaux hôtels, cela commença à marcher. Je mis un certain temps à trouver le domicile de mes deux gentlemen. Je cherchais. Ils étaient logés dans une pension à Camberwell, sur l'autre rive. Là, ils étaient à ma merci. J'avais une barbe, ils ne pouvaient pas me reconnaître. Je voulais les pister jusqu'au moment favorable. J'étais bien décidé à ne pas les laisser s'envoler. Oh, ils ont été bien près de le faire. Pourtant, j'étais continuellement sur leurs talons. Parfois, je les suivais à pied, d'autres fois avec mon fiacre. Cette manière était la meilleure. Alors, ils ne pouvaient pas me semer. Ce n'était que tôt le matin et tard le soir que je pouvais gagner quelque chose. Je commençais à être en dette à l'égard du patron. Mais ça m'était égal. La seule chose qui comptait était que je mette la main sur mes bonhommes. J'avais affaire à des gens rusés. Ils avaient sans doute peur d'être suivis car ils allaient toujours ensemble. Et la nuit tombée, ils ne sortaient plus. Je les suivis avec mon fiacre 15 jours durant. Jamais je ne vis l'un sans l'autre. La moitié du temps, Dreber était ivre, mais Stangerson veillait. J'avais beau les guetter, jamais l'ombre d'une chance ne se présenta. Je ne me décourageais pas. Quelque chose me disait que l'heure de la vengeance approchait. Ma seule crainte était que ce truc dans ma poitrine n'éclate un peu trop tôt et que je n'ai pas le temps d'agir. Enfin, un soir que j'allais et venais sur Torquay Terrace, leur rue, je vis un cab s'arrêter à leur porte. On le chargea de bagages. Puis Dreber et Stangerson montèrent et la voiture démarra. Je fouettai mon cheval et je les suivis de loin. Peut-être allaient-ils quitter Londres ? J'étais inquiet. Ils descendirent à la gare d'Euston. Je confiai mon cheval à un gamin et je les suivis sur le quai. Ils se renseignèrent sur l'heure des trains pour Liverpool. Un train venait justement de partir. Il n'y en aurait pas d'autre avant quelques heures. Stangerson parut très fâché de ce retard. Et Dreber content. J'étais si près d'eux, parmi la foule, que je pouvais entendre ce qu'ils disaient. Dreber avait une petite besogne terminée. Il demanda à Stangerson de l'attendre, il ne serait pas long. Son compagnon lui rappela qu'ils étaient convenus de ne jamais se séparer. « Il s'agit d'une affaire délicate, dit Dreber, je dois être seul pour la traiter. » La réponse de l'autre m'échappa, mais Dreber se mit à jurer. Entre autres, il rappela à son compagnon qu'il n'était que son employé. Il n'avait pas d'ordre à recevoir de lui, n'est-ce pas ? Le secrétaire le laissa partir. Il se contenta de demander qu'il le rejoigne à Holiday's Private Hotel, au cas où il manquerait le dernier train. Dreber répondit qu'il serait à la gare avant 11 heures, et il partit. Enfin, mon jour était arrivé. Mes ennemis étaient en mon pouvoir. À deux, ils pouvaient se protéger, mais en se séparant, ils se livraient eux-mêmes. Pourtant, j'évitais toute précipitation. Mon plan était déjà arrêté. On ne savoure pas sa vengeance si la victime n'a pas le temps de reconnaître son juge, ni de savoir par qui elle est frappée et pourquoi. Je m'étais arrangé pour bien faire comprendre au criminel qu'il expiait son péché. Le hasard me servit. Quelques jours auparavant, un monsieur qui venait de visiter des appartements dans Brixton Road avait laissé tomber dans ma voiture la clé d'une de ses maisons. Le soir même, on me réclama cette clé, mais j'avais eu le temps d'en relever l'empreinte et d'en faire exécuter une semblable. Ainsi, je possédais un endroit où agir librement, sans crainte d'être dérangé. Le problème était d'y amener Dreber. Sur son chemin, Dreber s'arrêta dans 2 tavernes. Dans la dernière, il resta plus d'une demi-heure. Quand il en sortit, il titubait. Il était à moitié noir. Un fiacre passait. Il lui fit signe. Je le suivis de près. Le nez de mon cheval à 1 mètre du sapin. Nous traversâmes le pont Waterloo et nombre de rues. Puis,
Nous nous trouvâmes, à ma grande surprise, devant la pension de Drebert. Je ne pouvais pas imaginer pourquoi il retournait sur ses pas. Je stoppai ma voiture à environ 100 mètres de là. Il entra dans la maison. Sa voiture partit. « S'il vous plaît, donnez-moi un verre d'eau. J'ai la gorge sèche. » Je lui tendis un verre qu'il vida d'un trait. « Ça va mieux, dit-il. » Donc j'attendis. Un quart d'heure s'écoula. Soudain, un bruit de lutte. On se battait dans la maison. Peu après, la porte s'ouvrit brusquement et 2 hommes apparurent. Drebert et un jeune homme que je n'avais jamais vu. Le type tenait Drebert au collet. Parvenu aux marches, il lui donna une bourrade et un coup de pied qu'il l'envoyait rouler sur la chaussée. « Chien !» s'écria-t-il en brandissant sa canne. « Je vais t'apprendre à insulter une honnête fille. » Il était furieux. Je pensais même qu'il allait s'acharner sur Drebert avec son gourdin. Mais le misérable s'échappa. Il chancelait, mais il courait aussi vite qu'il le pouvait. Au coin de la rue, il bondit dans ma voiture. « Conduisez-moi à l'Holidays Private Hotel, dit-il. » De le savoir enfermé dans mon fiacre, mon cœur se mit à battre avec une telle violence que je craignis que mon anévrisme ne me joue un mauvais tour. Je partis très lentement. Je me demandais ce qu'il y avait de mieux à faire. J'aurais pu le conduire dans les champs et là, dans un chemin désert, avoir avec lui un dernier entretien. J'allais prendre ce parti, mais il résolut tout seul le problème. Son envie de boire l'avait repris. Il me fit arrêter devant un cabaret, il me dit « Attendez-moi » et il entra. Il resta là jusqu'à la fermeture. Il en sortit, ivre-mort. Il était à moi. N'allez pas croire que je voulais le tuer de sang-froid. En agissant ainsi, j'aurais fait bêtement justice. Je ne pouvais pas me résoudre. Je m'étais décidé depuis longtemps à lui laisser une chance. Au cours de ma vie errante, j'avais fait bien des métiers en Amérique. Pendant quelque temps, j'avais été concierge et balayeur au laboratoire du New York College. Un jour, le professeur faisait un cours sur les poisons. Il montra aux étudiants un alcaloïde. C'est son mot, ça sert à empoisonner les flèches en Amérique du Sud. Son effet est violent. Il en faut moins que rien pour provoquer une mort immédiate. Je remarquai bien la fiole. Une fois seul, j'en soutirai un tout petit peu. J'étais un préparateur assez adroit. Avec cet alcaloïde, je fabriquai 2 petites pilules solubles dans l'eau. Je mis chaque pilule dans une boîte et j'y ajoutai une autre pilule semblable mais inoffensive. À ce moment, je décidai que dès que j'en aurais la possibilité, j'offrirais une pilule à chacun de mes ennemis. Moi, j'avalerais l'autre. Ce serait aussi meurtrier et plus silencieux que de tirer dans un mouchoir. À partir de ce jour, je portais toujours sur moi les 2 petites boîtes. J'allais donc m'en servir. Il était près d'1 heure du matin. Un vent violent soufflait, la pluie tombait à torrents. Mais malgré la tristesse alentour, je ressentais un tel bonheur que je me retenais à peine de crier ma joie. Messieurs, si pendant plus de 20 ans, vous avez poursuivi un but, et si tout à coup vous voyez que vos désirs sont sur le point de se réaliser, vous comprendrez mes sentiments. J'allumai un cigare pour me calmer. Mes mains tremblaient, mes tempes battaient. Chemin faisant, je voyais dans l'obscurité aussi distinctement que je vous vois ici le vieux John Ferrier et ma douce Lucie qui me souriaient. Ils m'accompagnèrent durant tout le trajet, l'un à droite, l'autre à gauche de mon cheval, jusqu'à notre arrivée à la maison de Brixton Road. Là, il n'y avait pas un chat. On n'entendait pas d'autre bruit que le clapotement de la pluie. Par la portière, je vis Drebert tassé sur lui-même, dormant à poings fermés. Je le secouai par le bras. « Il faut sortir de là !»« Voilà, voilà !» répondit-il. Sans doute se croyait-il arrivé à l'hôtel car il descendit sans rien dire et me suivit dans le jardin. Je dus le soutenir car il perdait l'équilibre. La porte franchie, je le fis entrer dans la chambre de devant. Je puis vous jurer que pendant tout ce temps, je voyais le père et la fille nous montrer le chemin. « Il fait noir comme dans un four, dit-il en tâtonnant. « Nous allons y voir, répondis-je. Je grattai une cigarette, j'enflammai une bougie que j'avais apportée. « Maintenant, Enoch Drebert, me reconnaissez-vous » criai-je. Je m'étais tourné vers lui, j'avais approché la bougie de mon visage. Ses troubles yeux d'ivrogne me regardèrent, s'emplirent d'horreur, et ses traits se crispèrent, il m'avait reconnu. Il se rejeta en arrière, pâle comme un mort. Je vis des gouttes de sueur sur son front.
ses dents claquées. Appuyé contre la porte, j'éclatais de rire. J'avais toujours pensé que la vengeance me serait douce, mais je n'avais jamais espéré ressentir une telle joie. « Chien !» m'écriai-je, « je t'ai suivi depuis Salt Lake City jusqu'à Saint-Pétersbourg, et tu m'as toujours échappé. Mais enfin te voici arrivé au terme de tes voyages. Il faut que l'un de nous meure avant l'aube. » À ces mots, il recula encore, et je vis à son air qu'il me croyait fou. En fait, je l'étais. Mes artères me battaient aux tempes comme des marteaux. J'aurais eu une attaque si je n'avais abondamment saigné du nez. « Te rappelles-tu, Lucie Perrier ?» hurlai-je en fermant la porte et en agitant la clé sous son nez. « L'expiation s'est fait attendre, mais elle arrive. » Je vis ses lèvres trembler. Il m'aurait supplié de l'épargner s'il ne s'était pas rendu compte qu'il ne pourrait pas me fléchir. « Oseriez-vous m'assassiner » bégaya-t-il. « T'assassiner ? On n'assassine pas un chien enragé. As-tu pris en pitié ma fiancée quand tu l'as arrachée à son père pour l'entraîner dans ton harem infâme ? Ce n'est pas moi qui ai tué ton père, hurla-t-il. Mais c'est toi qui as crié le cœur de Lucie. Je criai plus fort que lui. Je lui tendis la petite boîte de pilules. Que le Dieu Tout-Puissant soit notre juge. Choisis et avale. Une de ces pilules contient un poison mortel. L'autre est inoffensive. Je prendrai celle que tu laisseras. Nous allons voir s'il y a une justice en ce monde ou si nous sommes seulement menés par le hasard. Il s'agenouilla avec des hurlements sauvages. Il me suppliait de l'épargner. Je tirai mon couteau. Je le lui mis sur la gorge pour le faire avaler la pilule. Je pris l'autre pilule et nous restâmes face à face quelques instants. Qui de nous mourrait ? Je n'oublierai jamais son expression lorsque l'empoisonnement s'annonça. J'éclatai de rire et lui montrai l'alliance de Lucie. Mais l'effet de l'alcaloïde fut foudroyant. Un spasme douloureux tordit ses traits. Il étendit les bras, tituba, puis avec un cri rauque, il s'effondra. Du pied, je le retournai et je mis ma main sur sa poitrine. Aucun battement. Il était mort. Pendant tout ce temps, mon nez avait saigné et je m'en étais pas occupé. Je ne sais pas l'idée qui me prit d'écrire avec mon sang sur le mur. Je me sentais joyeux, le cœur léger. J'imaginais de jouer ce bon tour à la police. Je me souvenais qu'à New York, on avait trouvé le mot « racheux » écrit sur le corps d'un Allemand assassiné. Et les journaux de l'époque avaient accusé les sociétés secrètes. Ce qui avait intrigué les New-Yorkais, pensais-je, intriguerait autant les Londoniens. Alors je trempai mon doigt dans mon sang et j'écrivis le mot sur le mur bien en vue. Je regagnai mon fiacre. Il n'y avait personne. Le temps était toujours abominable. J'avais déjà fait un bout de chemin quand je m'aperçus que je n'avais plus l'alliance de Lucie. Cette découverte me fut un coup terrible. Je n'avais d'elle que ce souvenir. J'avais dû la perdre en me penchant sur le cadavre. Je fis demi-tour. Et après avoir laissé ma voiture dans une rue transversale, je courus à la maison car je voulais retrouver l'anneau coûte que coûte. Je tombais pile sur un agent qui sortait de là. Il me fallut jouer l'ivresse pour ne pas être soupçonné. C'est ainsi que mourut Enoch Drebber. Pour venger la mort de John Ferrier, il ne me restait plus qu'à en faire autant à Stangerson. Je savais qu'il résidait à l'Holidays Private Hotel. Toute la journée, je flânais autour. Mais l'homme resta caché. Sans doute, n'ayant pas vu revenir Drebber à la gare, se méfiait-il. Ce Stangerson était malin et toujours sur le qui-vive. Mais il se trompait absolument s'il espérait m'échapper en restant à l'hôtel. Je repérai bientôt la fenêtre de sa chambre. Le lendemain, au petit jour, à l'aide d'une échelle qui se trouvait là, je grimpai. Je réveillai Stangerson. « Ta dernière heure est venue, lui dis-je. Tu vas payer pour le crime que tu as commis autrefois. » Je lui racontai la fin de Drebber et je lui offris les pilules. Au lieu d'accepter cette planche de salut, il se précipita hors de son lit et me sauta à la gorge. En état de légitime défense, je lui portai un coup de couteau en plein cœur. N'importe comment, il devait mourir. Sa main était criminelle. La providence lui aurait fait choisir le poison. Je n'ai plus grand-chose à dire. Heureusement, parce que je suis à bout. Pour retourner en Amérique, il me fallait un peu d'argent. J'ai continué mon métier de cocher. Tout à l'heure, j'étais dans la cour. Un gamin tout déguenillé est venu me dire qu'un monsieur habitant au numéro 221B de Baker Street réclamait une voiture.
Sans rien soupçonner, je m'y suis rendue. Pas le temps de dire ouf, ce jeune homme m'avait déjà passé les menottes. Voilà toute mon histoire, messieurs. Vous pouvez me prendre pour un meurtrier. Moi, je soutiens que je suis, tout comme vous, un justicier. Nous avions écouté en silence ce récit bouleversant. Les détectives officiels, tout blasés qu'ils fussent, avaient suivi avec intérêt visible la confession de Jefferson Hope. Un silence tomba, troublé seulement par le crayon de l'estrade qui prenait ses dernières notes en sténo. « Quelque chose encore, dit à la fin Sherlock Holmes. Qui était votre complice, cet homme qui est venu réclamer la bague après l'annonce passée dans les journaux ?» Avec un clin d'œil, le prisonnier réplique « Je peux révéler mes secrets, mais je ne voudrais pas causer d'ennui à d'autres. J'ai lu votre annonce. J'étais perplexe. S'agissait-il d'un piège, ou bien aviez-vous véritablement trouvé l'alliance ? Mon ami eut l'obligeance d'aller voir. Avouez qu'il a rempli sa mission avec adresse. Tout à fait de votre avis, reconnut franchement Holmes. À présent, messieurs, déclara solennellement l'inspecteur, il faut se conformer au règlement. Jeudi prochain, le prisonnier comparaîtra devant les juges. Votre présence sera requise. D'ici là, je suis responsable de cet homme. Il sonna. Sur son ordre, 2 gardiens emmenèrent Jefferson Hope. Holmes et moi quittâmes le poste. Un fiacre nous ramena à Baker Street. Chapitre 14. Conclusion. Nous avions tous été assignés à comparaître devant les juges le jeudi suivant, mais quand ce jour arriva, ils n'avaient plus besoin de notre témoignage. Un juge supérieur avait pris l'affaire en main. Jefferson Hope avait été appelé devant un tribunal où justice lui aura été pleinement rendue. Son anévrisme se rompit dans la nuit qui succéda à son arrestation. On le trouva étendu sur le pavé de sa cellule. Son visage conservait un calme sourire, comme si, au moment de sa mort, il avait pu constater que sa vie n'avait pas été inutile et que sa tâche avait été accomplie. « Gregson et Lestrade vont être fous de rage avec cette mort, me dit Holmes le lendemain matin. Quelle publicité ils perdent là !»« Il me semble pourtant que dans cette affaire ils n'ont pas fait grand-chose, répondis-je. « Ce que vous faites n'a pas d'importance aux yeux du public, répartit mon compagnon avec amertume. Ce qui compte, c'est ce que vous lui faites croire. »« Tant pis d'ailleurs, reprit-il sur un ton de meilleure humeur après un moment de silence. Pour rien au monde je n'aurais voulu manquer cette enquête. Le cas était des plus intéressants. Tout simple qu'il était, il présentait beaucoup de points instructifs. « Simple » m'écriai-je. « Comment le qualifier autrement ?» demanda Sherlock Holmes en souriant. « Il était essentiellement simple. Et la preuve, c'est qu'un très petit nombre de déductions faciles m'a permis de prendre le criminel en moins de 3 jours. C'est vrai. Je vous ai déjà expliqué qu'un fait hors de l'ordinaire est plutôt un indice qu'un embarras. Pour résoudre un problème de cette nature, le principal est de savoir raisonner à rebours. C'est un art très utile, qui est peu pratiqué. On le néglige parce que la vie de tous les jours fait appel plus souvent au raisonnement ordinaire. Pour 50 personnes capables d'un raisonnement synthétique, à peine en est-il une qui sache faire un raisonnement analytique. Je ne vous suis pas trop bien, avouai-je. J'aurais été surpris du contraire. Voyons si je peux m'expliquer plus clairement. Je suppose que vous racontiez une série d'événements à un groupe de personnes, et qui vous leur demandiez de vous en dire la suite. Elles les repasseront de leur esprit, et la plupart d'entre elles trouveront ce qui en découle. Maintenant, le contraire, vous leur donnez d'abord la fin d'une autre série d'événements. Combien pourront en inférer la série ? Fort peu. C'est cette dernière opération que j'appelle le raisonnement analytique ou le raisonnement à rebours. J'ai compris, dis-je. Or, dans cette affaire, ce qui était donné, c'était le résultat. Il s'agissait d'en inférer le reste. Voici quel a été mon raisonnement. Commençons par le commencement. J'approchais de la maison, comme vous savez, à pied, et l'esprit parfaitement libre de tout préjugé. D'abord, naturellement, j'examinais la route. Comme je vous l'ai déjà dit, je découvris la trace d'un fiacre qui avait dû passer la nuit là. L'enquête vérifia ce fait, du reste. Je m'assurai que c'était bel et bien un fiacre et non une voiture de maître par l'étroit écartement des roues. Le fiacre londonien est en général moins large que le coupé d'un gentleman. Je tenais une première donnée.
Ensuite, je marchais lentement dans l'allée du jardin. Le sol argileux semblait fait exprès pour retenir les empreintes. Où vous ne voyiez sans doute que de la boue piétinée comme à plaisir, mes yeux exercés interprétaient les moindres marques. Il n'existe pas dans la science du détective une branche aussi négligée que l'examen des vestiges. Par bonheur, j'ai tant pratiqué cet art qu'il est devenu chez moi une seconde nature. Je remarquais les empreintes profondes des agents de police, mais je distinguais encore celles de 2 hommes qui avaient traversé le jardin avant eux. Il était évident qu'ils y avaient passé les premiers. De place en place, leurs pas avaient été effacés par les pas des autres. Ainsi j'établis un second fait, d'après lequel les visiteurs nocturnes étaient au nombre de 2. L'un d'une haute stature, calculé sur la longueur des enjambées, et l'autre vêtu d'une manière fashionable, à en juger par l'empreinte élégante de son soulier. Cette dernière déduction se confirma quand j'entrai dans la maison. L'homme coquettement chaussé gisait devant moi. Par conséquent, c'était l'autre, je veux dire le grand, qui avait commis le meurtre. Si meurtre il y avait. Le cadavre ne présentait aucun signe de blessure. En revanche, son expression tourmentée laissait croire qu'il avait vu la mort s'approcher. Celle d'un homme emporté par une crise cardiaque ou par toute autre cause naturelle ne traduit jamais une semblable agitation. Je flairai les lèvres, il s'en exhalait une odeur aigrelette. J'en inférai qu'il avait été empoisonné de force. Qu'il eût été de force se devinait d'après son visage à la fois haineux et terrifié. C'est par la méthode d'exclusion que j'étais arrivé à ce résultat. En effet, aucune autre hypothèse ne s'ajustait au fait. D'ailleurs, ne vous imaginez pas que l'idée de faire prendre du poison de force soit bien nouvelle, elle se retrouve dans les annales du crime. Tout toxicologue se rappellera le cas de Dolski à Odessa et de Le Turier à Montpellier. Quel était le motif ? Voilà le hic. Ce ne pouvait pas être le vol, on n'avait rien pris. La question se posait donc ainsi. Était-ce la politique ou une femme ? Cette dernière supposition m'apparut de prime abord comme étant la bonne. Sitôt sa besogne accomplie, l'assassin politique file. Au contraire, l'assassin que je cherchais avait pris son temps. De plus, il avait négligé toute précaution. Témoin les nombreuses traces laissées dans la pièce par lui. La politique étant hors de cause, cette vengeance méthodique avait dû être provoquée par une offense personnelle. L'inscription sur le mur, cette attrape-nigaud, ne réussit qu'à me confirmer dans mon idée. Et ensuite, la découverte de l'alliance me donna raison. Sans aucun doute, le meurtrier s'en était servi pour rappeler à sa victime une femme absente, sinon morte. À ce moment-là, je posai une question à Gregson. Dans son télégramme à Cleveland, avait-il demandé si Draper avait eu des histoires dans le passé ? Il me répondit que non, vous vous souvenez ? L'examen minutieux de la pièce confirma mon hypothèse sur la stature du meurtrier. En outre, il me fournit des détails sur les cendres de son cigare et la longueur de ses ongles. Étant donné l'absence de toute trace de lutte, j'en étais arrivé à la conclusion que le sang répandu sur le parquet avait coulé du nez du meurtrier dans son énervement. La traînée de sang suivait la trace de ses pas. C'est en général chez les tempéraments sanguins qu'une violente colère provoque un tel accident. Je hasardais que le criminel était un type robuste avec un visage haut en couleur. Je ne me trompais pas, comme on l'a vu par la suite. Une fois dehors, je me dépêchai de faire ce que Gregson avait négligé. Je télégraphiai au chef de la police de Cleveland pour savoir dans quelles circonstances Enoch Draper s'était marié. La réponse fut concluante. J'appris que Draper avait déjà invoqué la protection de la loi contre un ancien rival, Jefferson Hope, actuellement en Europe. Là, je tenais la clé du mystère. Il ne me restait plus qu'à prendre le meurtrier. C'était le conducteur du fiacre qui était entré dans la maison avec Draper, j'en avais la certitude. Les marques sur la route montraient que le cheval avait erré à droite et à gauche. Il avait donc été livré à lui-même. Pendant ce temps, où se trouvait le cocher, sinon dans cette maison ? Or, un homme sensé n'aurait pas commis délibérément son crime en présence d'un tiers. Enfin, pour qui veut pister quelqu'un à Londres, le métier de cocher est tout indiqué. Ma conclusion, Jefferson Hope était un cocher de la capitale. En admettant qu'il fût cocher,
il ne changerait sans doute pas de métier, du moins pour l'instant, afin de ne pas attirer l'attention sur lui. Vraisemblablement, il continuerait à exercer quelque temps encore. Mais prendrait-il un faux nom ? C'était bien improbable. Personne à Londres ne le connaissait. J'organisais une bande de gamins en corps de détective et systématiquement je les envoyais chez tous les loueurs de voitures jusqu'au moment où ils me dénichèrent mon homme. Leur réussite et le parti que j'en tirais aussitôt sont encore présents à votre mémoire. Quant au meurtre de Stangerson, je ne l'avais pas prévu. En tout cas, il n'y avait pas le moyen de l'empêcher. Alors j'entrai en possession des pilules que j'avais devinées. Voilà. Tout n'est qu'un raisonnement de déduction. C'est merveilleux, m'écriai-je. Il faut que vos mérites soient reconnus. Publiez un compte-rendu de cette affaire. Si vous ne le faites pas, moi je le ferai. À votre idée, docteur, répondit-il. Tenez, continua-t-il en me tendant un journal. C'était l'Écho du jour. Et le paragraphe qu'il me signalait avait trait à l'affaire. Le public a été frustré d'un régal sensationnel par la mort subite du dénommé Hope, l'assassin présumé de messieurs Enoch Drebber et Joseph Stangerson. Par suite de ce dénouement, on ignorera sans doute toujours les détails de cette affaire. Cependant, nous savons de bonnes sources que le crime a été la conclusion d'une vieille et romantique inimitié, où l'amour et le mormonisme ont joué un rôle. Les deux victimes ont fait partie, dans leur jeune âge, des saints des derniers jours. Et Hope, le détenu qui vient de mourir, venait lui-même de Salt Lake City. À tout le moins, cette affaire aura servi à mettre en lumière, de la façon la plus frappante, la valeur de notre police, et elle le fera comprendre à tous les étrangers que désormais, ils feront bien de vider leurs querelles dans leurs pays respectifs plutôt que sur le sol britannique. C'est le secret de Polichinelle que le mérite de cette prompte arrestation revient entièrement aux célèbres détectives de Scotland Yard, messieurs Lestrade et Gregson. L'individu a, paraît-il, été appréhendé dans l'appartement d'un certain monsieur Sherlock Holmes, qui a lui-même fait preuve de quelque talent comme détective amateur, et qui, avec de tels maîtres, peut espérer rivaliser un jour avec leurs compétences. On s'attend à ce qu'une décoration soit attribuée aux deux agents en juste reconnaissance de leur service. « Ne vous l'avais-je pas dit ?» s'écria Sherlock Holmes en riant aux éclats. « Voilà tout le résultat de notre étude en rouge. Nous avons décroché pour ces messieurs une décoration. »« Peu importe, » répondis-je. « Tout est consigné dans mes notes, et le public jugera. Pour l'instant, contentez-vous de la bonne conscience que vous donne votre réussite, tel le pauvre Romain. Qu'importe leur sifflet quand, enchanté, je contemple le spectacle chez moi des trésors de mon coffre. » C'était une étude en rouge de Conan Doyle. J'espère que cet audio vous a plu. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.